Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, que nous apprend précisément la Maison-Blanche ? Eh bien qu'en 5 mois, les Russes ont perdu énormément d'hommes. 100 000 combattants russes ont été mis hors de combat. Cela ne veut pas dire qu'ils sont tous morts. 80 000 sont blessés, 20 000 tout de même sont bien morts. Rappelons qu'après la mobilisation générale décidée fin septembre, Moscou avait recruté 300 000 soldats de plus. 1 sur 3 serait donc mort ou blessé aujourd'hui. Ces informations, elles nous viennent des États-Unis et non pas de l'Ukraine, mais on comprend qu'elles peuvent avoir un impact stratégique. En plus de cela, John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, affirme que c'est Wagner qui encaisse les plus grosses pertes. Écoutez-le. Nearly half of whom were Wagner soldiers, the majority of whom were Russian convicts that were thrown into combat in Bakhmut without sufficient combat combat training, combat leadership, or any sense of organizational command and control. Wagner aurait donc perdu environ 10 000 combattants rien que dans la campagne d'hiver, sur tout le front et en particulier à Bakhmut, là où les forces de Prigojine, recrutées, on le sait, dans les prisons, avaient été déployées en majorité. Et ça, c'est un bilan uniquement pour 5 mois de combat, Emmanuel. Et comment s'expliquent ces pertes colossales, Justine ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, vous avez entendu John Kirby. Pour lui, c'est la conséquence d'un manque d'entraînement. Cela s'explique aussi par le fait que ces unités n'auraient pas de médecins déployés à leur côté sur le front. Chaque blessure devient donc potentiellement fatale. Mais la raison principale, c'est la stratégie des vagues humaines. On l'a souvent décrite ici. Et en voilà le déroulement. Lors d'un assaut russe comme celui-ci à Bakhmut en février, un premier groupe de soldats avance en direction des positions ukrainiennes. Nous en avons compté une quinzaine. À noter qu'ils sont à découvert, sans véhicules blindés de soutien, sans protection aérienne, souvent armés de mitrailleuses. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont déjà repérés par ce drone de reconnaissance ukrainien qui les filme. L'artillerie est prévenue, on le voit quelques secondes plus tard. Ils sont visés, ils tentent de se mettre à couvert dans des trous d'obus, sont visés à nouveau, se lèvent, tentent de fuir. Certains sont blessés, d'autres sont morts. On vous épargne évidemment les images. Ce qu'il se passe généralement ensuite, c'est qu'un second groupe s'élance avec la même tactique, puis un troisième, toujours à découvert. Encore une fois, les soldats sont repérés et visés. Encore une fois, ils sont presque tous tués ou blessés. Cela pourrait ressembler à un échec, mais pour les Russes et surtout pour Wagner à Bakhmut, c'est la stratégie. Gagner un minimum de terrain, quitte à perdre un maximum d'hommes. Certains jours, les pertes russes sont vertigineuses. Le ministère britannique de la Défense avançait une moyenne pour le mois de février, 800 morts par jour. Evgeny Prigojine pousse le cynisme encore plus loin. Il ne nie pas ces pertes considérables, mais il les justifie par les gains territoriaux. Et il donne par exemple ces chiffres pour ces derniers jours à Bakhmut. 29 avril, samedi donc, 94 morts pour 100 à 150 mètres gagnés. 30 avril, dimanche, 99 morts pour 230 mètres de gagnés. Et le 1er mai, hier, donc, 86 morts pour 120 mètres de gagnés. Tout cela dans le but de dire qu'ils ont quand même gagné du terrain. Et pourtant, la bataille de Bakhmut n'est pas encore scellée. Non, regardez cette carte. Hier, on apprenait que les Russes avaient grignoté du terrain, notamment dans l'ouest et dans le sud-ouest de la ville. Et ce matin, c'est les Ukrainiens qui gagnaient quelques centaines de mètres en menant de petites contre-attaques. Toutes les zones que vous voyez ici en jaune restent aujourd'hui disputées. L'Institut pour l'étude de la guerre rapporte que les blogueurs militaires russes affirment que les forces du groupe Wagner avancent à un rythme maximum d'1 ou 2 pâtés de maison par jour. Le sentiment côté russe, c'est qu'il est temps de jeter les dernières forces dans la bataille. Sur ces images, les unités pilonnent sans relâche la ville avec des lance-roquettes multiples très lourds. C'est du 220 mm. C'est peut-être le signe effectivement qu'il se passe quelque chose. Alors vous venez nous parler des pertes côté russe. On imagine que les pertes côté ukrainien sont extrêmement importantes aussi. Oui, certainement, Emmanuel, mais les renseignements américains ne les dévoilent pas. Et cela, John Kirby l'assume. Les États-Unis ne souhaitent pas affaiblir l'Ukraine en révélant ces informations. Écoutez-le. We wouldn't speak to their casualty rates or their losses. That's up to them to speak to. I'm not ever going to put anything out in the public domain that's going to make their job harder.
Ce qui est étonnant en revanche, c'est qu'aujourd'hui, et c'est suffisamment rare pour être souligné, Sergueï Shoïgu, le ministre russe de la Défense, donne ses propres chiffres comme une réponse directe aux Américains. Et si on en croit Moscou, les pertes ukrainiennes sont également très lourdes. Écoutez-le. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек. Précisons que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aurait eu 15 000 morts ou blessés ukrainiens rien que durant le mois d'avril. Merci beaucoup, Justine. Jean-Dominique, 15 000 sur un mois. Morts ou blessés, si on le ramène aux 100 000 annoncés par la Maison-Blanche, c'est à peu près le même niveau de perte. On voit qu'on reste sur une guerre de haute intensité, alors qu'on a l'impression que le front est relativement figé. Oui, mais c'est justement peut-être parce que le front est figé qu'il y a beaucoup de pertes. Si on compare, si on prend le chiffre que donnent les Américains, et vous l'avez très bien rappelé, ces chiffres sont invérifiables, d'un côté comme de l'autre. Et quand on parle de pertes, on ne parle pas de tuer. Les pertes, c'est les morts, les blessés, les disparus, les prisonniers. Donc c'est les gens qu'une armée n'a plus à sa disposition le soir du combat. Donc si on parle que des morts que donnent les Américains, ils parlent de 20 000 morts côté russe au cours de 5 mois. Si on fait le calcul, ça fait entre 130 et 140 morts côté russe par jour. C'est tout à fait possible. Le chiffre semble considérable, mais c'est tout à fait possible. Il faut savoir que pendant la guerre de la Première Guerre mondiale, sur le front occidental, la France seule, a perdu entre 1914 et 1918 une moyenne de 900 hommes tous les jours pendant 4 ans. On est arrivé au chiffre d'1,3 million à la fin de la guerre, simplement du côté français. Donc ça veut dire que ces chiffres sont dans la nature de ce genre de guerre, d'un affrontement à l'artillerie, stabilisé, sur des tranchées. C'est Verdun, c'est la Somme, c'est des choses comme ça. Là, c'est Bakhmout, c'est Avdiïka, c'est des choses comme ça. Donc, ça n'a rien d'irrationnel. Ces chiffres nous semblent fous, parce que lorsque nous, Français, on compare les morts en opération extérieure, nous, les Français, on a eu 50 morts pendant toute l'opération au Mali, qui a duré près de 10 ans. Donc, on se dit, mais c'est considérable. Mais évidemment, c'est un autre type de guerre. Et oui, ces chiffres sont, encore une fois, on n'a aucune certitude sur la valeur, mais ils sont dans des ordres de grandeur tout à fait acceptables d'un point de vue de l'analyse militaire. On pourrait ajouter 50 000 soldats américains tués sur le Vietnam, qui a duré pendant de nombreuses années. Je salue Emmanuel Véron qui nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes docteur en géographie, spécialiste des relations entre la Chine et les États-Unis. Votre éclairage va être précieux dans un instant. Je me tourne vers Mélina Huette, reporter de terrain. Vous avez suivi très régulièrement ces unités combattantes ukrainiennes. Il y a quelque chose de frappant, c'est que on communique beaucoup sur les pertes civiles, bien sûr, on l'a vu notamment ces derniers jours, jamais ou presque sur les pertes militaires. Non, mais alors je vais tenter le c'est de bonne guerre parce que c'est aussi une guerre de la communication. Quand on entend les Américains dire qu'ils ne veulent pas eux-mêmes, alors qu'ils ont probablement des estimations également du côté des pertes du côté ukrainien, qu'ils ne veulent pas affaiblir leur allié, on est exactement là-dedans. À la fois une guerre de communication, une guerre qui est importante pour le moral aussi des troupes. Et puis il y a quelque chose qui est intéressant sur l'ordre de grandeur dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Dominique, c'est que c'est vrai que c'est crédible. Et puis, quand les Ukrainiens donnent des chiffres du côté des pertes du côté russe, là j'ai regardé, le dernier en date, c'est 191 420 hommes depuis donc un peu plus d'un an, mis hors de combat. Donc effectivement, c'est pas forcément tués. Ces estimations ukrainiennes, elles sont toujours en deçà de ce que font, de ce que donnent par exemple les Américains ou le renseignement britannique. Donc, on peut supputer qu'on est dans un ordre de grandeur qui est effectivement acceptable. Et pourtant, Joséphine Staron, on est à une époque d'extrême digitalisation où les satellites peuvent permettre sans doute de suivre sur le terrain ce qui se passe, d'éventuelles pertes, ou ce qu'on appelle l'OSINT, le renseignement à travers le digital permet de traquer les retours des cercueils dans certains villages. On devrait avoir, disons, un chiffre qui soit émis peut-être par une instance neutre. Alors déjà, une instance neutre, il faut l'identifier, il y en a, mais vous parliez de l'OSINT, effectivement,
que ce soit les gouvernements, les individus, via des réseaux sociaux, tout le monde peut essayer de se renseigner par différents canaux pour essayer d'attraper un chiffre à droite, à gauche. La difficulté, c'est de rassembler toutes les informations, de vérifier toutes les informations pour ensuite sortir un chiffre qui soit le plus proche de la réalité, qui paraisse cohérent. On peut, comme ça a été dit, imaginer que les chiffres donnés par les Américains se rapprochent d'une certaine réalité, mais on peut aussi penser que même eux n'ont pas intérêt forcément à donner un chiffre extrêmement précis. Là encore, on parle de 100 000, c'est 100 000 10, 100 000 100, 99 000, voilà. On reste dans des ordres de grandeur plausibles, mais pas précis. La précision ne servirait pas forcément l'action, et en tout cas l'action diplomatique américaine. Ce dont ils ont besoin, eux, dans cette guerre de la communication, vous rappeliez, c'est de marquer les esprits. Et marquer les esprits, c'est annoncer tout d'un coup 100 000 combattants russes hors d'état de combattre, ce qui met en relief aussi avec les tentatives de mobilisation de la Russie qu'on voit jour après jour. On en parlait il y a quelques jours, quelques semaines, de Vladimir Poutine qui fait des ponts d'or à des Russes pour rejoindre l'armée en échange de tas d'avantages économiques et sociaux. Donc voilà, on est toujours dans cette démarche de communication, mais qui s'appuie quand même sur une réalité tout à fait plausible. Alors, communication contre communication, Peskov, le porte-parole du Kremlin, balaye évidemment les 100 000 morts annoncés par la Maison-Blanche en expliquant que ça n'a aucun fondement. Je vais vous faire, Vera Grantseva, réagir sur une séquence qui malgré tout est très intéressante, parce qu'il s'agit de Soloviev. Si vous êtes habitué de cette émission, vous le voyez régulièrement, ce journaliste vedette ou ce propagandiste en chef de la télévision, qui est allé sur le terrain et qui en ramène un reportage. Vous allez voir, la bande-annonce de ce reportage est particulièrement intéressante parce que il est loin le temps où on niait que cette guerre était dure côté russe. 24 февраля я умер, чтобы возродиться для другой жизни. Я терял страны, друзей и обретал себя и родину. Людей, которые стали со мной плечом к плечу. Я нашел их там, на передовой. «За лентой». Фильм Владимира Соловьева. Вся эта шелуха слетает там. Премьера 7 мая в 22:45 на канале «Россия». Tout ce qui se consume disparaît là-bas. Il y a malgré tout une dramaturgie, alors toujours une héroïsation bien sûr, mais c'est un ton extrêmement grave côté Soloviev. Bien sûr, parce que depuis déjà un an, ils doivent justifier à la population russe pourquoi cette guerre dure. Parce qu'on se rappelle très bien que le Kremlin a promis que cette opération va durer très vite. Et on sait, il y a déjà plusieurs témoignages, que les soldats qui ont été envoyés là-bas, souvent par ailleurs on leur disait qu'ils sont envoyés aux exercices et pas à la guerre, ils avaient dans leur sac l'uniforme de parade. Ils étaient vraiment préparés de faire le défilé sur le Kreshchatyk, la place principale de Kiev. Donc depuis un an, le grand russe doit justifier pourquoi il ne gagne pas la guerre qu'il devait gagner très vite contre un peuple qui n'est pas en fait un peuple, qui n'est pas une nation, qui n'est pas préparé, etc. Parce qu'à la télé russe, depuis 8 ans, depuis 2014, je me rappelle très très bien, il y avait une campagne qui était anti-ukrainienne, qui expliquait chaque jour aux Russes que les Ukrainiens, c'est pas une nation, ils n'existaient pas, ils sont incapables, etc., etc. Donc ils doivent expliquer. C'est pourquoi, depuis quelque temps, ils ont décidé de changer en stratégie sans prononcer le mot guerre qui est interdit en Russie, même toujours si opération militaire spéciale, bien sûr. Donc c'est assez incohérent. Mais quand même, il montre que c'est très dur, que malgré tous les efforts de côté de l'Ukraine, c'est pas que l'Ukraine, mais c'est l'OTAN, et la Russie fait la guerre pas contre l'Ukraine, mais déjà contre le monde occidental, l'OTAN et cette force militaire qu'elle représente. Alors Emmanuel Véron, vous qui êtes un géographe, géopolitologue aussi, 140 millions d'habitants d'un côté, 40 millions de l'autre, des pertes aussi colossales, parce que si il y a effectivement eu 100 000 hommes mis hors de combat en 5 mois, combien de temps des pays comme l'Ukraine et la Russie peuvent tenir ? Oui, c'est effectivement une question, d'où la possibilité prochaine de cette fameuse contre-offensive ou pas qui viendra faire assumer. Le sujet sur l'attrition, Jean-Dominique Merchet le disait très précisément, on est sur des taux d'attrition qui renvoient à la haute intensité, ça c'est clair. Et donc jusqu'à quand les sociétés peuvent-elles tenir, les gouvernements peuvent-ils tenir ?
Côté ukrainien, effectivement, le volume de population est moindre que la Fédération de Russie. En revanche, pour la Russie, on a cette mémoire avec la Grande Guerre patriotique, Seconde Guerre mondiale, etc. Là aussi, l'attrition qui était extrêmement forte et d'envoyer au combat des gens par millions. A priori, dans les effets stratégiques recherchés par Poutine, il y a la possibilité que le conflit dure. Rappelons que le discours qu'il a fait en février à Moscou, à la fin du mois de février, il disait à ses troupes j'ordonnerai ou je donnerai la possibilité d'une permission tous les 6 mois. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire une installation dans la durée du conflit, donc la possibilité de mobiliser encore. Pour faire simple, d'une manière très cynique et à grands traits, 100 000 morts, c'est relativement peu par rapport à ce que Poutine est prêt à faire sacrifier pour faire durer le conflit. 100 000 morts qui viennent s'ajouter à des chiffres extrêmement importants sur la première partie du conflit. Sur la première partie, et puis même depuis 2014, si on regarde la globalité de la guerre en Ukraine depuis 2014. Donc effectivement, ces chiffres sont extrêmement importants. Bien évidemment, il y a énormément de pertes, morts, blessés, hors d'état de combattre, etc. Mais la possibilité, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une capacité encore à mobiliser, une capacité encore très très forte, très importante à sacrifier la population russe. En priorité, non pas dans les métropoles utiles, si je puis dire, de Saint-Pétersbourg, de Moscou, etc., mais dans le reste de la Fédération de Russie, au-delà de l'Oural jusqu'à Vladivostok, et sans avoir de boule magique, etc., mais encore une capacité à sacrifier des centaines de milliers de gens, voire plus. On en est là, et c'est bien la réalité. Vous l'avez dit, 100 000, c'est un chiffre évidemment qui est destiné à frapper les esprits. C'est colossal. Est-ce que ce chiffre traverse l'Atlantique? Est-ce que l'émetteur Kirby est écouté d'une façon ou d'une autre dans la Fédération de Russie? Ça, franchement, je ne sais pas, parce que je crois que la sphère informationnelle, la sphère d'information russe, la bulle d'information, voilà, est bien contrôlée. Mais effectivement, tôt ou tard, il y aura des effets dans la société russe, parce que si les gens meurent, les gens ont des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des femmes, et donc ça va diffuser. Alors pour l'instant, on n'en voit pas trop d'effets encore, mais ça se produira. Pour poursuivre ce que disait Emmanuel Véron, moi je pense qu'on n'est pas du tout encore devant une crise des effectifs, c'est-à-dire le fait que ni la Russie ni l'Ukraine sont au taquet et ne pourraient pas aller plus loin. Je reprends la comparaison avec la Première Guerre mondiale. La population de la France à l'époque était d'environ 40 millions d'habitants, c'est-à-dire un tout petit peu plus de ce qu'est l'Ukraine d'aujourd'hui. On a réussi, les Français, pendant les 4 années, à mobiliser 8 millions de gens sous l'uniforme. Donc on voit bien que... et ce sont des proportions qui sont tout à fait possibles aujourd'hui, sur la durée, bien sûr. Donc, évidemment, les pertes sont très élevées. Elles sont très élevées par rapport à nos habitudes depuis, on va dire, 50 ans en Occident, parce qu'on ne connaît plus de pertes comme ça depuis la guerre du Vietnam. Côté américain, et depuis la guerre d'Algérie, côté français, mais nous sommes dans des standards de guerre de haute intensité. Et les guerres de haute intensité, l'histoire nous montre qu'elles peuvent durer très longtemps. Donc malheureusement, et là je rejoins vraiment ce que disait Emmanuel Véron, il y a plein d'Emmanuel autour de ce plateau, voilà. Ça peut encore malheureusement durer très longtemps, mais nous ne sommes pas à la veille d'une crise d'effectifs. Et Vera Gantseva. Juste pour réagir, oui, effectivement, la société russe vit dans une boule et les informations qui sont articulées par les Occidentaux ne passent pas dans la société russe. La dernière fois que le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a parlé des pertes, c'était septembre. Et depuis, ils n'ont pas dit quelque chose. Et en fait, on peut se dire que ce n'est pas une stratégie qui est bien réfléchie parce que ça va engendrer les mythes. En fait, combien ça peut être des centaines, des milles, etc. Mais je vois que, en fait, ça coïncide avec le désir des Russes de ne pas savoir. En fait, ils sont un peu dans le déni. Et c'est bon, ils ne veulent pas même que Shoigu peut-être articule les vrais chiffres. Mais après, ce que je vois aussi, c'est que la réalité rattrape. Et bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de témoignages des soldats qui rentrent du front, qui racontent que mon régiment était presque tout détruit. En fait, il n'y a que 3 personnes de 100 ou de 200. Parfois, ils le disent même sur place, à travers les réseaux sociaux, d'ailleurs. Donc ça commence à pénétrer. Et sur, en fait, les estimations de Vladimir Poutine à propos de cette guerre, à mon avis, il y a un écart de ce qu'il pense
comment ça va se passer et la réalité en Russie. En fait, même faire la deuxième mobilisation en Russie, ça va être très, très, très dur parce qu'il y a déjà des conséquences économiques qui sont sur place, qui affectent la société. Ça n'affecte pas l'économie russe en général, mais ça affecte les personnes, les réguliers, je dirais. Et après, il y a juste la manque de motivation. Les gens ne veulent pas y aller. Donc, je crois que même si lui, il compte qu'il peut faire effectivement pendant des années, il peut faire le sacrifice du peuple russe, il peut avoir des obstacles assez importants en réalité.